Salut à tous! Nous voici à nous retrouver aujourd'hui pour un test de Parawing. Je sais que ça ne concerne pas 100% d'entre vous, c'est un sport naissant, mais on en parle parce qu'autour de nous, certains essayent. Alors entre le matos qui est quand même difficile à choisir parce qu'il y a finalement un choix assez large, mais tout ne fait pas tout bien. Et de l'autre côté, sur le plan technique, on part tous de zéro. Bon, le but, c'est de vous faire 2-3 tutos sur les prochaines semaines dans lesquels on va vous présenter du matos et dans lequel on va pouvoir aussi en même temps en profiter pour vous donner les quelques tips qui vous permettent de gagner du temps dans l'apprentissage. Voilà. Aujourd'hui, nous voici avec la Rocket 2025 de Ozone qui vient de sortir sa Parawing. Par rapport aux autres qu'on a déjà eu dans les mains, elle a des caractéristiques particulières. On va aller tester ça sur l'eau. Qu'est-ce qu'elle a de plus ou de moins que les autres? Alors, juste la présentation produit, on a un petit sac tout petit. Bon, il y a tout qui rentre dedans, hein. Ça c'est bien parce que quand on l'emmène en voyage, ça ne prend pas de place dans le board bag. C'est compacté, parfait. Ça va venir avec un accessoire qui est génial que les ingénieurs de Ozone nous ont présenté hier. C'est un bag, en fait c'est une ceinture qui a devant un petit crochet pour pouvoir s'accrocher au harnais, absolument essentiel en wing dès que le vent est, en para-wing dès que le vent est un peu fort. Et si vous voulez l'arranger, vous décrochez du harnais, vous faites faire un demi-tour et derrière il y a une grande poche kangourou dans laquelle on peut compacter l'aile et la barre vraiment hyper facilement. Donc ça c'est bien. Cette Parawing en dehors du sac, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Déjà, donc on voit par rapport à ce qu'on connaît, on commence par la barre. Pareil, petit palonnier, 25 cm environ, comme tout le monde. Pas de problème avec ça. On voit qu'on a 3 couleurs de lignes qui en partent. Les avants orange, bleu au milieu, les freins noirs. Ça, c'est vachement important parce que vous allez voir que de temps en temps, quand vous tombez, etc., l'idée, c'est pas seulement de dévriller comme ça. Ça, on y arrive bien parce qu'on voit. Par contre, le code couleur est important quand on commence à avoir mis un tonneau de la barre à l'intérieur des lignes. Je vous montre, très caractéristique, hop, quand on fait ça et ça. Là, je me retrouve en fait avec juste un tour de barre, enfin d'avant, pardon, dans les lignes du milieu, mais ça ne redécollera jamais. Et je vois les mecs qui font ça toute la journée dans l'eau en disant, mais ils tournent 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre, mais bien sûr, ça part jamais, puisqu'on avait un tonneau. Et ça, le code couleur, c'est super parce que regardez, je vois ici que je suis twisté, je vois très bien en fait dans quel sens je dois aller. Donc en fait, je vais faire juste ça, 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 et ça y est, je suis prêt à redécoller. Donc ça, c'est vachement important. Une fois qu'on a dit ça, ces codes couleurs, les lignes, elles sont assez épaisses. Alors ça, il y a peu de bridage sur cette aile-là, mais ce qui est vachement bien, c'est que comme les lignes sont un peu grandes, ça a 2 fonctions. Un, les lignes qui sont un peu épaisses, ça s'emmêle un peu moins. Et la deuxième fonction, c'est que quand on prend les lignes pour vraiment fermer l'aile, et bien ici, en fait, ça brûle un petit peu moins quand on le fait un peu vite. C'est pas mal. Ça traîne un petit peu plus d'air, mais finalement, sur une Parawing qui n'a pas vraiment une fenêtre de vol, c'est pas très grave. Le nombre de bridages, plutôt vraiment raisonnable quand on regarde ça comme ça. Il y en a moins que la N6 Roger qui est là. Je vous montre ça. La N6 Roger, on vous les a présentées il y a 2 mois et demi déjà. Hein. Là, il y a du bridage et il y a plein de lignes très fines. Donc, quand on tombe dans l'eau dedans et que ça commence à avoir fait comme ça, là, beaucoup moins facile puisque toutes les lignes sont blanches. Enfin, en tout cas, sauf les avants, mais tout le reste est blanc et petite section. Donc, un peu plus, ça s'en mêle plus facilement. Quand je vous parle des avants, pour votre culture, je vous en parle un petit peu parce que c'est la première Parawing qu'on vous montre. Donc, il faut bien, pour les gens qui démarrent un peu, que vous sachiez. C'est vraiment construit comme un parapente ou comme, en tout cas, des ailes de kite foil. Et c'est pour ça que Ozone et Flysurfer sont particulièrement légitimes dans le fait de construire ça. Parce qu'on pensait au départ qu'on allait mettre un sac à poubelle, 3 lignes au bout, et puis ça marche. Oui, ça marche quand il y a 30 nœuds et que c'est downwind. Mais ça ne remonte pas au vent, ça n'a pas de plage basse, ça ne tient pas en l'air. Dès qu'on fait une manœuvre, ça se casse la gueule. Enfin, du coup, il y a vachement plus de boulot que ça, puisqu'en fait, on a vu quelques marques là en tout début d'année se prendre plus que les pieds dans le tapis et vraiment faire des produits qui ne marchaient pas. C'est la première fois qu'on voit ça, hein, parce que d'habitude,
on ne condamne pas. Quand on teste des choses, on dit toujours, bah, ça c'est plutôt pour faire tel type d'utilisation, pour tel type de profil de rider. Et donc, bah forcément, quand on met tout à l'envers, on dit c'est pas bien pour cette personne-là pour faire ce qu'il fait, mais ça va être bien pour d'autres. C'est ça faire des tests, c'est comprendre pour qui c'est fait et dans quelles conditions ça marche. Là, il y a eu cet hiver des trucs qui ne marchaient pas du tout. Les marques, pour ne pas se cramer, ont retiré le produit du marché et ont rebossé dessus, mais ça sort toujours pas parce que c'est vachement plus compliqué que prévu. Il a fallu faire quand même un paquet de protos pour que ça tourne. Chez Ozone, celui qui a testé beaucoup, c'est notre ami Axel Mazella, qui en dehors d'être dans le meilleur niveau olympique en kitefoil, participe au développement des ailes de kite en race. Donc il sait très très bien aussi mettre au point ce genre de produit. Et c'est fait comme un kite à caisson. Il y a 4 étages. On voit les avants ici, pris, je vais vous le montrer, les avants pris sur le bord d'attaque. Ça, c'est le premier niveau, ce qu'on appelle les A. Donc ça, pris sur le bord d'attaque, c'est les A. On va un petit peu plus bas. Qu'est-ce qu'il y a? On voit qu'ici, il y a en fait un intercaisson. C'est cette petite partie-là. Et là, il y a une deuxième prise qui est un peu plus bas, c'est les B. C'est l'étage du dessous. Puis encore, quand on descend, ben regarde, on va descendre encore. Et après ça, on arrive sur les C qui sont ici. Puis, enfin, on arrive sur le bord de fuite, c'est les D. Donc 4 étages. C'est toujours repris en fait. Alors là, on a le choix dans les marques parce que c'est toujours repris en fait de pas mal de façons différentes. On comprend que là-dessus, pour limiter le nombre de lignes de suspendre qui vont descendre, eh ben en fait, ils ont choisi, eux, de prendre la totalité des étages du milieu, donc les B et les C, sur cette ligne-là, ce qui fait qu'on n'en a pas des paquets partout, puisqu'en fait, ces lignes-là reviennent au milieu et sont reprises ici. Là, en fait, on a les A qui sont là-haut et les C là. Il y a le code couleur qui nous permet d'être toujours bien. La particularité chez eux, c'est qu'ils ont fait une ligne transversale. Donc, le coup de ABCD, je vous dirais que c'est commun pour l'instant à toutes les Parawing qu'on a vues. Okay. Là, eux, ils ont fait un truc particulier. Alors, on voit cette ligne-là, orange qui est horizontale. Alors, cette ligne-là, elle a une fonction particulière. C'est que quand l'aile est en fonction, le but, c'est qu'il y ait un écoulement laminaire qui soit parfait pour qu'elle soit stable, sans qu'en fait, ça bouge. Et si ça se met à bouger, on se retrouve naturellement, parce qu'il n'est pas pris en latéral, on va se retrouver avec l'air qui est ici, au lieu de glisser, il va glisser mal parce que le caisson bougeant, le flux d'air va bouger. S'il peut s'écouler le plus droit possible, ça fait une aile qui est plus stable. Ok, elle va aussi aspirer plus, elle va avoir une meilleure plage basse. Donc, c'est la seule marque à nous avoir fait ça. On va aller tester dans l'eau ce que ça donne. Et quand on fait la présentation, qu'on regarde dans le détail, il y a aussi un truc particulier chez eux, c'est ça. En bout d'aile, quand c'est gonflé, cette partie-là, tu vois, elle emprisonne de l'air. On voit cette partie-là qui va se gonfler. Ici, il y a de l'air qui rentre à l'intérieur et ça vient. L'air ne peut pas ressortir sur le côté puisque là, ici, on a une paroi. Il y a un trou ici. Le trou, il a 2 fonctions. Les surplus d'air vont pouvoir, au lieu que l'oreille vienne en pression et mettre des coups, vont pouvoir s'écouler par ce petit trou-là. La deuxième fonction, c'est que si on prend un gros crash dans l'eau, bah, ça permet quand même à l'eau qui se met dans cette partie ici de venir s'écouler aussi par le côté, ce qui fait que vraiment l'aile se vide très facilement. Donc voilà en fait les caractéristiques particulières de cette aile. Qu'est-ce que c'est comme SPI pour finir? Eh ben, on voit qu'en fait c'est un SPI tout à fait traditionnel, c'est un Technoforce D2, donc le fameux SPI qu'on utilise depuis 15 ans dans le kite, dans la wing aussi, 2 fils, grand carré, c'est du 27 grammes par mètre carré, c'est-à-dire c'est quand même bien léger par rapport à ce qui se fait dans d'autres marques. C'est, je pense, ce qui peut permettre d'avoir une belle stabilité dans du vent très léger. Et puis, le truc qui est important, c'est qu'il est aussi un peu hydrophobe, parce que on a vu notamment des marques hawaïennes, etc., se mettre sur des grammages très fins, mais avec un SPI qui fait un peu papier buvard. Et ouais, mais ça, en fait, ça ne nous aide pas, parce que s'il peut être un peu déperlant, ça permet qu'il ne se charge pas trop en eau quand on tombe. Donc, il n'y a pas besoin de le secouer comme ça trop longtemps pour que l'eau se barre.
naturellement, on se met comme ça ne s'est pas gavé d'eau dans le spi lui-même. Donc ça, c'est pas mal. Voilà en fait cette ozone roquette. Il n'y a plus qu'à aller la tester. On va mettre 2-3 ailes aussi avec elle qu'on connaît bien à côté pour voir ce qu'on en pense. Et on vous revient à la sortie de l'eau. Allez, nous y voici en Parawing avec la toute nouvelle ozone, la 3 mètres. On a une vingtaine de nœuds sur le plan d'eau, on va voir comment ça marche. A tout de suite. Et je monte sur le pont. Là j'ai le temps, regardez, j'ai le temps. Une fois que je suis là, je la remets un peu en l'air pour réaxer le nez de la planche sous le vent. Regardez, je les mets un peu là, par là, regardez, ma planche, elle part, voilà. Maintenant, ça y est, je suis dans l'axe. Je garde la main arrière et je vais mettre après la main avant. Ok. Donc là, je refais la même manip. Je remets le nez de la planche. Je m'écarte un peu pour avoir de l'eau. Parce que sinon là, je vais avoir le foil qui va toucher. Voilà. C'est mieux. Voilà. Maintenant que je me suis écarté, je remets la laine dans la même direction. Le pied, les deux mains, la main arrière c'est celle-là. Tiens, et après l'autre, elle vient en appui. Et là, je laisse filer. Je gaine un peu parce que de temps en temps, il y a des à-coups. Et là, hop, quand ça va vouloir accélérer, je fonce un peu, c'est parti mon kiki. Voilà. Une fois qu'on est en l'air, en fait, il y a très peu de traction dans les bras parce qu'on a libéré. En fait, l'aile, elle veut accélérer tout le vent. Et au moment où on est ventousé, la planche sur l'eau, du coup, c'est le corps qui fait l'élastique. Et c'est pas bien confortable. En revanche, une fois qu'on est en l'air, regarde ma main là, pas beaucoup de traction. Si je veux pouvoir être bien, je mets 1 et là je répartis la charge, je suis déjà vachement mieux. Et après encore, hop, je mets le bouton harnais. Il est où mon truc? Hop, et là c'est parti mon kiki. Et là j'ai plus de pression, hein, je peux faire des choses. Ensuite, bah, je lâche, je vais faire un jive. Je passe la main en avant. Et quand je vais avoir, là j'avais pas de vitesse, quand je vais avoir de la vitesse seulement, je vais engager ma course en passant l'aile au zénith. Regardez. Allez, j'ai de la vitesse. Non. Là j'en ai. Je la passe en haut. Tout de suite je resserre. Hop, à droite. Viens là ma bébé, viens là. Et voilà. Là. Est-ce que je peux repartir petit? Moi je pense que oui. Hein. Ah, il manque un pied ridé. Là je change mes pieds. Je change mes mains. C'est parti. Donc la main arrière c'est celle-là, c'est celle qui va prendre la puissance. La main avant c'est la main d'équilibre. Regarde bien, je plie mes jambes, j'ai la rise. Je mets la planche dans l'axe, un peu sous le vent, en poussant sur ma jambe avant. Et j'attends en fait, là je suis stable. Quand ça va vouloir partir, je plie les jambes au départ pour pas me faire arracher vers l'avant. Et ensuite je laisse glisser. Je devrais avoir la rise dans 3 longueurs de board. Ok. 3, 2, 1. Sauter un peu. Allez. Hop. Allez, on va essayer de choper. Ah. Pas encore. Pas grave. Et vous voyez un truc. Là, je suis tout cool. Hein. Si je veux revenir à la place parce que j'arrive pas à décoller, j'ai pas de souci avec ça. Hein. Ça remonte tout seul au vent. Hein. Allez, j'ai la risée. Les deux mains. Je vais gainer. Et là, quand ça va partir, allez, je fonce un peu. Toujours pas. Ça va venir, hein. Ce qu'il faut, c'est abattre. Allez, là, c'est parti. Hop là. Et une fois que je suis là-haut,
Regardez bien ma main là. La main elle est très très proche. Voilà, c'est comme ça que j'ai du contrôle. Si je la mettais en arrière, j'aurais tout de suite la main, j'aurais tout de suite l'aile qui backstallerait. Donc c'est ça, maintenant que je suis au harnais, regarde, je peux faire un bord de remontée au frais là. Tout à la cool, regarde, je vais aller le lift, je vais aller loper la wing qui est là. Ah bah non, c'est Jérôme. Ça tourne. Allez, tout de suite de l'autre côté. Hop là, viens là, viens là. Viens là. Voilà. Faki maintenant. Voilà. J'attends la ride et je vais changer de pied quand j'aurai de la vitesse. Allez, vitesse. Un peu plus parce que là je suis beau. Donc j'ai de la pression dans la barre. Allez, je crois que j'en ai la ride. Maintenant. Voilà. Allez. À la relance. La relance. Eh bah dis donc. Parti mon kick. On va aller voir Jérôme. Bout de harnais. On fait une belle remontée. On va aller voir Gégé. Allez, mode race, ça cale là. Il y a de l'air. En gaine, on pousse. Allez. Ah monsieur. Hihi. Allez, attention, change de pied. Pour démarrer. Hop. C'est parti. Allez. Ouais, je reprends un peu de vitesse, Faki. Et après, ça tourne. Attention. Allez, j'abats. Vitesse. C'est parti. Allez, elle reprend. Merci monsieur. Main arrière tout de suite. Tout armé. C'est reparti. Bon, ça marche bien. Super stable. La 3 mètres a une grosse plage d'utilisation. Axel Mazella qui est à l'origine du développement de ces zones, puisqu'il est en contrat chez eux depuis des années pour l'Olympique en kite. Axel Mazella. Bah, Axel il disait il faut 100 bornes pour connaître un foil. Moi je pense qu'il vous faut 50 bornes pour connaître votre Parawing parce qu'elles ont toutes des caractéristiques un peu différentes, des sensibilités. C'est. Voilà. Il faut découvrir cette fois dans le plan, je pense. C'est comme une jolie fille. On drive dans combien de temps? 3. Attends, dans la race. Je suis derrière. 3, 2, 1. Allez, jack. Voilà. J'ai entendu un gaufrage. Pas du tout. La vérité qu'a fait là, dès que je tire sur la main, dès que ma main elle vient, attention à moi derrière. Dès que la main arrière. Nous voilà sortis de l'eau. Bon, c'était intéressant. On était avec Jérôme là, on a pu vraiment l'étudier dans le détail. Alors. Caractéristiques de cette Ozone Rocket, 3 mètres. Il y avait sur l'eau 20 nœuds au début, puis peut-être que 17-18 sur la fin. On a mis des grosses planches un peu longues pour avoir de la glisse, pour être un petit peu facile là-dessus. D'autant qu'en fait, on était offshore. Et en fait, on avait peut-être 18 nœuds en rafale, mais de temps en temps, parce qu'on était offshore, ça descendait à 15 nœuds. Et donc, planche un peu longue, ça aide à démarrer un peu plus facilement. Le but était de la tester en l'air le plus longtemps possible. Bon. Alors, ce qui est bien, c'est que là-dessus, on est complètement d'accord. Cette aile-là, donc, dans l'absolu, sans comparer aux autres, elle a tout de suite un avantage, elle a tout de suite un feeling, on a toujours le feeling qu'elle tient toute seule en l'air. Feeling de stabilité. D'autant plus vrai qu'en wing, un débutant, il va avoir tendance à jouer un petit peu trop avec le palonnier, là. Et quand on pousse sur la barre un peu, elle backstall, c'est-à-dire que le bord de fuite tombe vers le bas. Et en fait, on voit l'aile qui fait comme ça, parce qu'à chaque fois qu'il retire, elle repart, et dès qu'il se décontracte un peu, elle retombe. Et le placement de la main est en général hypersensible, c'est-à-dire qu'en fait, cette main, quand on la met sur le palonnier, c'est-à-dire si la main là, on la prend sur le palonnier, on se retrouve avec une sensibilité en général qui est un peu exacerbée, c'est-à-dire que
Si je mets ma main ici, ça c'est le bon placement. Mais il suffirait que je la mette là et l'aile, elle backstall. Pour certaines marques, on a carrément besoin de mettre la main comme ça, là, vous voyez, carrément en prise là-dessus pour que ça vole bien. Et c'est hyper sensible. Donc là, la Ozone, elle a cet avantage immédiat de tenir, même avec du vent un petit peu rafaleux, même un peu léger, elle tient super bien en l'air et elle n'est pas sensible là à la prise. Donc ça, c'est déjà un truc qui saute aux yeux. Bon, après, on est parti à l'eau. Quand tu montes dessus, la première chose, vous avez vu, on a fait un peu en même temps, on en profite parce qu'on est tous plus ou moins débutants. Nous, on a démarré quelques temps, mais il y a très peu de temps finalement. On n'a pas 49 devant nous, loin de là. Vous débutez peut-être, vous êtes un peu au début, certains, très bien. On a profité pour vous montrer un petit peu les tips pour remonter sur la planche sans déventer l'aile, comment on essaye de voler, le placement des mains. Je vous ai montré la main arrière là. Puis après, par contre, on vient mettre la main avant pour pouvoir gainer quand ça accélère et venir propulser le bâton en avant pour faire glisser un peu la planche. On vous a parlé en l'air grâce à la caméra qui était embarquée, mais qui prend le son. Alors, pour certains vont gueuler en disant on a l'impression que c'est Nicolas Hulot quand il était à 30 mètres sous l'eau. Il y a 20 ans qui faisait des émissions de merde, on n'entendait rien. Je suis d'accord. Mais c'est vraiment le seul moyen de pouvoir vraiment parler. Et alors, c'est quand même audible, mais en tout cas, l'image vous permet de comprendre exactement ce qu'il faut faire. L'idée derrière, c'est que, vous avez vu, quand on la bascule pour monter sur la planche sur l'oreille dans l'eau, elle est très stable. On se met à genoux, on retire sur les avant, elle monte. Après, quand on part, une fois qu'on est sur la planche, certaines ailes mettent beaucoup d'à-coups. Beaucoup d'à-coups. Et en général, c'est des ailes qui ont un fond de puissance ou qui sont très perf, qui sont comme ça, plus perf. Donc, on prend des coups dans la main, mais sauf qu'en fait, comme on ne le voit pas venir, d'abord, on se fait un petit peu bouger, donc on se fait dégainer. Mais le deuxième truc, c'est que si on n'a pas la planche qui est dans l'axe de la traction à ce moment-là, carrément, on passe par-dessus. Donc, là, le fait que cette aile-là soit assez progressive et très stable, c'est pas mal parce qu'elle reste fixe. On a le temps de mettre la planche dans la direction du départ lift et après, la traction fait le reste. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce que, du coup, à ce moment-là, c'est une aile puissante? Ce n'est pas une aile puissante. C'est-à-dire que, normalement, une 3 mètres, nous, avec l'habitude et le matos qu'on a, il nous faudrait une 3 mètres, on va dire 16-17 nœuds pour partir. Là, 17 nœuds, faut pas oublier de pomper un peu, il faut se placer propre. Hein. Donc, elle n'a pas un très gros fond de puissance. Peut-être moins que d'autres qu'on a essayé lors du même test, parce que le but c'était de comparer aussi, parce que c'est toujours difficile de savoir exactement combien on a dans les mains en nœuds. Donc pas très puissante, mais donc il ne va pas falloir la brutaliser à pomper dessus fort comme ça. Il va falloir simplement se mettre bien dans l'axe, attendre la risée, et au moment où la risée vient, surtout pas se dégainer avec le cul en arrière, mais bien rester là, et ça va faire le boulot. Mais il faut être patient, il ne faut pas la brutaliser. Elle n'a pas un énorme couple. Et c'est normal parce que les autres qu'on a essayé, pourquoi elles nous arrachent? D'abord, parce qu'elles sont un peu moins tenues en termes de profil. Ça veut dire qu'elles vont ouvrir un petit peu comme ça dans la risée. Donc, en surface apparente, on a un petit peu plus. Mais par contre, ça arrache d'un coup. Et surtout, en général, elles avancent dans la fenêtre. Mais du coup, ça met un gros coup en avant. Mais dès que ça commence à tirer, derrière, l'aile recule un petit peu, normal, parce que la fenêtre de vol, elle n'est pas infinie, elle est limitée. Donc si on va jusqu'en bout de fenêtre de vol, derrière, ça recule un peu et ça se détend. Donc c'est un peu plus, non seulement brutal parce que ça met des à-coups, et c'est un petit peu plus fin à faire voler. Par contre, on a cette surpuissance au moment où ça part vers l'avant, qui fait que quelqu'un de technique et d'un petit peu tonique va peut-être se sortir un peu plus facilement. Celle-là, ce n'est pas le cas. Elle est vraiment progressive, facile, mais il ne va pas falloir sous-toiler, parce qu'il y a un moment, on ne va pas pouvoir créer de la puissance. Bon. Dans l'architecture de l'aile, on s'est dit, mais pourquoi c'est comme ça alors qu'on a pu voler avec d'autres ailes, même de surface moins importante, un petit peu plus tôt? Mais parce qu'en fait, souvent, les autres ailes, elles ont, pour certaines, c'est pas mal d'entre elles maintenant, elles ont une poulie entre les avants et les lignes B et C, qui fait qu'en fait, le profil de l'aile, comme un kite qui a une incidence, un kite, ça a un lobe, et l'incidence
comme ça, va changer fonction de quand on choque ou quand on borde. Ben là, ça fait un peu pareil. La poulie fait que l'aile, quand elle a de la puissance, elle avance dans la fenêtre et quand elle appuie, elle recule. La poulie, en fait, elle fait ça avec les avants et les lignes du milieu. Mais du coup, ça fait que l'aile, elle avance et elle recule. Alors, ça peut faire du cap un petit peu plus, ça peut partir un peu plus tôt, mais l'inconvénient, c'est beaucoup plus volage, moins stable et plus brutal. Donc, mon ressenti, GG a senti la même chose, Ariane a senti aussi la même chose, c'est que cette aile-là, elle est très facile, mais il ne faut pas la sous-toiler pour qu'elle reste facile. Et elle est très facile après dans les manœuvres. La caractéristique d'une aile facile dans les manœuvres, c'est une aile, et c'est rare donc il faut le signaler, qui est capable de voler comme un kite au zénith. C'est-à-dire que quand on est ici et qu'on va faire un jibe, et si on change de pied par exemple d'abord, on se retrouve là ici, tout d'un coup on descend vers le vent, mais là l'aile qui était ici, elle passe en l'air, et c'est seulement après qu'avec la main arrière qui revient sur la barre, on va la renvoyer de l'autre côté de la fenêtre. Ouais, sauf qu'on a un problème. C'est que la plupart des ailes, quand on les passe au zénith là, elles ferment vers le bas. On appelle ça backstoller, mais on a beau faire ce qu'on veut et tenir l'aile au maximum ici sur le haut de la barre, ça backstall parce qu'en fait, comme on descend le vent, il n'y a plus d'air dedans, ça dégaze. Donc souvent, ce qu'il faut faire, c'est on est à l'avant et tout de suite, on renvoie l'aile de l'autre côté. Il faut que la planche suive assez vite parce que il n'y a pas de choix. Elle va voler là en bord de fenêtre, elle va voler sur son autre bord de fenêtre. Mais si on la laisse en détendant la ligne en l'air, elle dégaze. Et bien, celle-là, ce n'est pas le cas. Elle arrive à très très bien voler, même quand on descend le vent et qu'on la laisse au zénith. On l'a essayé en vague, c'est exactement la même chose. Ça, c'est pas mal parce que pour ceux qui mettent un peu de temps à descendre une vague avant de choisir le moment où ils n'ont plus de tension dans les lignes pour la fermer, eh ben, on a tout ce temps où on peut voler un petit peu sur l'énergie de la vague, ligne un peu détendue, elle au zénith, et elle ne va pas plonger devant nous. Donc ça, c'est pas mal. Donc je dis que moi, mon sentiment, c'est que c'est une aile qui est très bien pour démarrer, pour débuter. C'est facile. Le placement du bout de harnais, il n'est pas sensible non plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se crochette, on est là, mais ça ne se joue pas à 1 centimètre près. Sur une aile un petit peu plus perf, ouais, ça va jouer, ça va être très sensible. Bon, voilà. Donc ça, c'était le ressenti global sur les points forts qui sont, ça, c'est son accessibilité et sa neutralité quand on veut aller vers le moment de la fermeture. Après, est-ce que ça se ferme bien? Alors là, forcément, on n'avait d'abord pas d'air et puis on était offshore. Ouais, ça se ferme bien. On a essayé dans les vagues de l'autre côté onshore. Bon, ce qui est super, c'est que là, il n'y a pas besoin, comme certaines ailes, d'aller tuer la puissance en tournant la barre et en allant chercher les avants comme ça. Là, on peut simplement faire ici, au lieu de la tenir comme ça, on la ferme en laissant complètement les arrières se détendre et hop, on va la chercher et c'est fini. Donc ça, c'est bien. La longueur de ligue, on n'en a pas parlé, mais pour quelqu'un qui, moi, je fais 1m74, je ne sais pas en envergure ce que je fais, mais j'ai des bras qui correspondent à ma taille, tu vois. Regarde, là, je suis large, je suis au bout. C'est-à-dire que quand je suis en l'air, ici, si elle vole, en général, pour fermer, on lève la main en l'air et on fait juste ça. Ben regarde, j'ai de la marge, je peux aller plus loin. C'est une 3 mètres. Si j'avais, même là, tu vois, je pourrais aller chercher encore 20 cm de plus, toi, large. Je suis pas au bout. C'est vachement important parce que donc, du coup, facile à fermer. Par sa longueur de ligne et par le fait que quand on tire un petit peu sur les arrières avec la barre, elle te vient dans les mains facilement. On la dévente comme ça, on lève le bras, elle te vient dans la main. Le principe, c'est qu'on est comme ça. Tout d'un coup, on fait ça juste, on la dévente là, et en faisant ça, hop, tu l'as. Donc ça, c'est vachement bien. Je crois que je vous ai dit pas mal de choses là-dessus. Cette aile-là, on va pouvoir la tester. Elle va être aussi à la Roca Cup qui démarre demain. On passe tout le week-end, 3 jours ensemble à la Roca Cup. Elle va être en démo, donc venez la voir, venez même l'essayer. Ça peut être sympa. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Les prochains tests de Parawing, ça va être sur la Fly Surfer qu'on a en 2,5 et en 4 depuis quelques jours en test. On a essayé déjà pas mal dans les vagues, un peu sur le flat. On va vous en reparler à sa sortie début de semaine prochaine, à peu près à partir du 6 avril. Et puis derrière, on aura la Duotone Stash qui arrive dans les bacs aussi. On la réceptionne ce soir. Et je pense que pendant le week-end de la Roca, on va aussi faire quelques images. Donc normalement, dans les 10 prochains jours,
on va vous donner encore le test sur 2 nouvelles ailes de façon à balayer un petit peu ce qui sort et ce qui nous semble cohérent. N'hésitez pas à nous appeler au shop pour tout besoin. Ça rentre en stock chez nous de la même façon que la Fly Surfer, de la même façon que la Duotone. Et plus tard, la F1 Plume qui ne sortira dans les bacs à mon avis que début juin. A bientôt, n'hésitez pas à nous appeler au shop pour tout besoin 04 94 21 97 57 comme d'habitude. Salut les copains, ciao!